Le 1er janvier 2003, le monde entier a les yeux tournés vers le Brésil. Luiz Inácio da Silva, celui que l'on surnomme Lula, vient d'être élu président. Qu'un fils de paysan se retrouve à la tête d'un pays, c'est un événement rare, souligné par des manifestations de joie et d'espoir, et aussi avec scepticisme par les bourgeois et les gens d'affaires. Pendant 3 ans, nous avons été aux premières loges pour témoigner du combat de ce leader ouvrier qui s'est donné pour mission rien de moins que de changer l'ordre du monde. Senhoras e senhores, o presidente Fernando Henrique Cardoso e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva dirigem-se ao parlatório do Palácio do Planalto para a transmissão da faixa presidencial. Eu, na minha vida, quase tudo na minha vida aconteceu sem que eu esperasse que fosse acontecer. Eu nunca na minha vida, Dom Cláudio, tinha pensado em ser dirigente sindical. É importante lembrar que em 1978 eu dizia para quem quisesse ouvir que eu não gostava de política e que tinha ódio de quem gostava de política. A minha eleição, ela é mais do que a eleição de um homem para presidir este país. A minha eleição, ela é a consumação de uma história em que eu sou apenas uma peça dessa história. A minha chegada à presidência da República é o resultado do crescimento da consciência política da classe trabalhadora brasileira. Historiquement, le Brésil teve comportement de pays colonisé. Le Brésil s'est toujours comporté en pays colonisé. Nous avons conquis notre indépendance il y a 200 ans, mais à l'heure des décisions politiques et économiques, nous nous sommes toujours pliés devant les pays les plus riches. Nous avons décidé d'en finir avec cette façon d'agir. Nous ne voulons plus nous sentir inférieurs et dépendants. Nous ne voulons pas devenir les meilleurs ni être les pires, seulement être égaux aux autres pays. Nous travaillons donc pour que le Brésil retrouve son indépendance économique, pour qu'il puisse être non pas la 18e puissance, mais la 5e, la 4e et pourquoi pas la première économie mondiale. Le Brésil possède le territoire, les conditions climatiques et les connaissances technologiques pour y arriver. Je crois que le monde développé doit comprendre que nous ne ferons aucune concession qui pourrait nous empêcher de nous développer et de faire progresser la justice sociale. Dans un pays où un fossé scandaleux sépare les riches et les pauvres, Lula s'engage du côté des travailleurs dès les années 70, alors que le Brésil connaît une période d'agitation politique sauvagement réprimée par la junte militaire au pouvoir. Pour la gauche brésilienne, débutent alors des années de persécution, d'assassinat et d'exil. C'est l'époque où Lula fait la connaissance de ceux qui deviendront ses plus proches conseillers. Nous avions une analyse un peu erronée de la situation de notre pays. Pendant une bonne période, la thèse principale de la gauche, pas seulement de la gauche, il y avait pas mal d'économistes importants qui suivaient la même idée, c'était que le capitalisme au Brésil, il devenait quelque chose d'impossible et que nous étions dans une crise et que la seule solution, c'était effectivement une action révolutionnaire pour pousser un capitalisme qui serait épuisé, qui serait au bord de l'abîme. Or, c'était tout à fait le contraire, c'est-à-dire les capitalismes brésiliens, à ce moment-là, passaient par une transformation très importante et ce qu'on a vu justement aux années 70, c'était une forte croissance, un épanouissement sans précédent du capitalisme brésilien. Et cet épanouissement, c'est bizarre de le dire,
il a justement suscité la formation d'une grande classe ouvrière, et c'est cette classe ouvrière qui, à la fin de la période, va créer le nouveau syndicalisme et va être à la base du Parti des travailleurs. Lula est né dans l'une des régions les plus pauvres du Brésil. Arrivé avec sa famille dans la grande ville de Sao Paulo, il ne finit pas ses études primaires et il a à peine 10 ans quand il commence à travailler comme cireur de chaussures. À 14 ans, il travaille dans une usine de fabrication de voitures et suit une formation professionnelle. À l'âge de 21 ans, il aura ses premiers contacts avec le monde syndical. À 30 ans, Lula devient président de l'un des plus importants syndicats métallurgiques au monde, qui compte plus de 400 000 membres. En mars 1979, il défie la dictature et dirige une grève à la suite de laquelle il est emprisonné. La violente répression de ce mouvement ouvrier ne fera pas taire ce leader charismatique hors du commun. Elle lui inspirera plutôt la création du Parti des travailleurs, le PT, dont la priorité sera le retour à la démocratie après 20 ans de dictature. Nós das oposições precisamos de uma vez por todas ter consciência que a única chance que nós temos é a via das eleições diretas para presidente da República. C'est très rare d'avoir des présidents qui viennent vraiment du peuple, mais qui, disons, ils ne sont pas des radicaux, parce que Lula n'est pas un radical. Il a lutté pour son élection, c'est la 4e élection qu'il a finalement remportée. Il n'est pas radical, mais il est toujours fidèle à ses principes. Il n'a été pas, comment on dit ça, apprivoisé par l'élite. Il est toujours lui, il est toujours Lula. Il est toujours l'ouvrier métallurgique qui a réussi à organiser les travailleurs sans radicalisation. Même à l'époque, il y avait des communistes, d'autres révolutionnaires qui étaient critiques de Lula parce qu'ils voulaient des révolutions et des choses comme ça. Et la même chose, je pense, évidemment, maintenant avec beaucoup plus de sagesse, que l'âge aussi apporte, il essaie de faire la même chose, de mettre ça en pratique au Brésil, qui est très important, pour un niveau de justice sociale dont nous avons beaucoup besoin, mais aussi au niveau international. Contre toute attente, Lula fait de la politique internationale une de ses priorités. Il a un allié de taille, son vieux camarade Marco Aurelio Garcia, un intellectuel de gauche qui a connu l'exil au Chili et puis en France. Une fois au pouvoir, les deux complices font appel au diplomate brésilien le plus respecté, mais aussi le plus craint sur la scène internationale. Celso Amorim est nommé ministre des Relations extérieures. Le syndicaliste devenu président, le révolutionnaire devenu conseiller et le diplomate font le pari de changer le monde et de s'attaquer au pouvoir de l'argent. Pour y arriver, les trois hommes vont se battre sur 3 fronts. Tout d'abord, à l'Organisation mondiale du commerce dont ils dénoncent les pratiques malhonnêtes. Deuxièmement, aux Nations unies, où ils exigent la réforme du Conseil de sécurité. Et en dernier lieu, ils s'opposent à la domination des États-Unis sur les pays de l'Amérique latine et veulent créer une communauté sud-américaine des nations. Lula lance le Brésil dans la plus grande offensive diplomatique de son histoire. Son programme est très ambitieux, car il ne dispose que de 4 ans pour le réaliser. J'ai dit à mon ministre des Relations extérieures qu'il faut changer la géographie commerciale du monde. Les États-Unis et l'Union européenne ne peuvent pas tout décider pendant que le reste du monde se tait. Ce n'est pas correct.
et ce n'est pas respectueux à l'égard des autres pays. Nous avons donc décidé d'établir des partenariats avec la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, l'Argentine, entre autres, afin de former une coalition qui puisse non seulement compter sur une population nombreuse, mais également sur une importante capacité de production et sur un pouvoir de négociation accru, capable de faire front commun contre les blocs traditionnels. Pour réussir, Lula n'hésite pas à cogner à toutes les portes et même à serrer la main à un ex-directeur du KGB. Lula est bien placé pour négocier. Le Brésil compte plus de 185 millions d'habitants. C'est la 11e économie mondiale, seconde puissance du continent américain après les États-Unis, déclassant son rival, le Canada. A nossa política externa, ela visa concretamente criar condições para que os países em desenvolvimento não sejam tão dependentes da União Europeia e dos Estados Unidos. J'ai appris une chose dans la vie, c'est que pour se faire respecter, il faut tout d'abord se respecter soi-même. Si tu arrives à une table de négociation en pensant que tu es inférieur, tu seras défait. Mais si tu penses que tu es le meilleur, tu seras également battu. Il faut être humble et ferme à la fois, en sachant quelles concessions on est prêt à faire. C'est comme ça que j'arrive à maintenir une bonne relation avec tous les pays du monde. O dado concreto é que, no século passado, a distância entre os países pobres e os países ricos não diminuíram, aumentaram. Ou seja, quem era rico ficou cada vez mais rico e quem era pobre ficou mais pobre. Assim, nem na relação comercial entre os países nós conseguimos convencer os países ricos a não terem subsídios nos produtos que os países pobres são mais competitivos. No resto, tudo mais fica difícil. Essa é a primeira coisa. É preciso que se estabeleça uma política em que se dê condições dos países pobres poder produzir, sobretudo produtos agrícolas, e vender em igualdade de condições para os países ricos e os países ricos tirarem o subsídio dos seus produtos agrícolas. Lula dénonce le système des subventions. En Suisse, ces subventions sont de l'ordre de 68%, en Europe de 32%, aux États-Unis jusqu'à 50% et au Canada de 22%. Les produits agricoles de ces régions inondent le marché mondial à un prix ridicule qui asphyxie les agriculteurs du Sud qui ne profitent pas, eux, de telles subventions. Le premier champ de bataille du président Lula dans sa lutte contre l'hégémonie des pays riches est l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui gère les rapports commerciaux entre les pays. Dans les coulisses de la réunion de l'OMC à Cancun en 2003, Lula frappe fort. Il convainc 19 pays de faire front commun et de former le G20 pour tenir tête aux pays riches. Avec des pays comme la Chine, l'Inde, l'Égypte et l'Afrique du Sud, le G20 représente à lui seul 60% de la population mondiale et les 2/3 des agriculteurs. This is a slap on the face of the European Union and United States that as long as
They talk about a World Trade Organization which is dominated by their interests, and as long as they continue to dominate and present corporate interests, ignoring very clear demands that were made by the developing countries around agriculture, nations that had put forward their proposal that there would be no new negotiations on Singapore issues, and the tactic of bullying and arm twisting in the green room process has failed. I hope the message is loud and clear to the EU and to the United States. Nous sommes prêts à faire plus de sacrifices que le pays le plus pauvre, mais il faut aussi que le pays plus riche fasse plus de sacrifices que nous et que le bénéfice inversement soit surtout pour les pays moins avancés, après pour les pays en développement comme nous, Hollande ou autres, et un peu moins pour les pays plus riches. A number of countries just thought it was a freebie. They could just make whatever points they suggested, argue and not offer and give. And now they're going to face the cold reality of that strategy comes home with nothing. Now, as I said, that's not a good result for any of us. I wish it didn't happen. But we were willing to work off the prior text. We're willing to work off the text that exists. But others are going to have to make that decision. And as I've made clear from the first days I've taken office, the United States has an agenda on multiple fronts. We're going to keep opening markets one way or another. C'est une révolution, je peux vous dire tranquillement, parce que j'ai vécu 20 ans presque dans ces négociations commerciales, et c'est une révolution de la manière même où on négocie à l'OMC. Parce qu'avant, c'était les États-Unis et l'Union européenne, quelquefois le Quad qui comprenait le Canada et le Japon, quelquefois. Et après que tout s'était décidé, bon, alors on va voir s'il y a un problème vraiment que pour l'Inde est tellement fondamental ou pour le Brésil, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et normalement, on ne faisait pas grand-chose. Maintenant, c'est tout à fait différent. Le G20 a mis le pays en développement parce que aussi, il a encouragé d'autres pays en développement de se coordonner avec lui au centre des négociations commerciales. Et ça ne changera plus. Lula sait qu'aucun pays du Sud ne sortira gagnant d'une négociation bilatérale avec les États-Unis ou avec l'Union européenne. Il se sert de la puissance économique du Brésil pour tenter de faire aboutir l'actuelle ronde de négociations à l'OMC que l'on nomme la ronde de Doha. Now, the president has made it very clear that it's difficult to get a Doha round going so long as there are countries that refuse to yield on agricultural matters. And I heard that loud and clear. And so recently I made a statement, or a series of statements, that said the United States will reduce subsidies and tariffs so long as we get the same treatment from trading partners such as Europe. Je voudrais simplement dire que l'Europe a déjà décidé, il y a un an maintenant, la suppression totale des subventions agricoles à l'exportation. C'est ce que demande le Brésil et d'autres. C'est déjà décidé. Mais l'Europe a indiqué qu'elle ne mettrait cette décision en œuvre que dans la mesure où les autres grands exportateurs, ça veut dire les États-Unis, prendraient la même décision. Donc ce n'est pas un problème en réalité entre le Brésil et l'Europe, c'est un problème entre les États-Unis et le reste du monde. Eu acho que os dois não estão dizendo. Je pense qu'ils ne disent pas la vérité, ni l'un ni l'autre. Le problème avec la France, ce sont les agriculteurs et les électeurs français. Et c'est la même chose avec les États-Unis. Tout le monde sait le poids qu'exerce l'agriculture aux États-Unis et en France. Pour Chirac et pour Bush, les agriculteurs sont autant d'électeurs.
C'est pour ça qu'ils ne veulent pas changer leur position et qu'ils se relancent la balle. Je les ai taquinés à ce sujet parce que cet argument n'est en fait qu'une bonne raison pour ne pas bouger. Au cours des 6 derniers mois, j'ai parlé avec Tony Blair, avec Angela Merkel, avec l'Italie et avec la France. Pour dire quoi? Que l'accord de la ronde de Doha ne dépend plus de données économiques, mais de la décision politique de chaque leader. J'ai dit au président Bush, « Président Bush, comment voulez-vous passer à l'histoire ? Avec la guerre en Irak, ou plutôt comme un dirigeant politique qui aura signé un accord qui avantage les pays les plus pauvres de la planète. » Maintenant, je veux discuter avec le président Sarkozy de la France pour lui dire qu'en tant que politicien, nous devons avoir le courage de poser certains gestes. C'est ce que l'histoire retiendra de nous. C'est impensable que nous ne soyons pas encore assez sensibles pour comprendre que nous avons le pouvoir de donner enfin une chance aux peuples qui ont été défavorisés dans les siècles passés. Que pensez-vous de la politique étrangère de Lula? On a été surpris. Les gens ne pensaient pas que Lula puisse prendre une telle position. Peut-être parce qu'il vient d'une classe inférieure ou du monde syndical. Mais les Brésiliens sont contents de son travail. Je trouve qu'il voyage beaucoup. Il se promène beaucoup. On va voir si ça va durer. Je ne me sens pas bien représentée par un président qui ne parle même pas anglais. Le Brésil doit montrer qu'il est un pays fort. Montrer qu'il n'est pas juste un pays de carnaval et de samba, mais aussi qu'il est important par son économie, son agriculture. C'est pour ça qu'il fait cet effort. Le deuxième champ de bataille du président Lula, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies. À New York, Lula et son équipe s'attaquent au groupe le plus puissant de la planète, composé de la Chine, de la France, de l'Angleterre, de la Russie et des États-Unis, les membres permanents du Conseil de sécurité. Le Brésil a formé avec l'Inde, l'Allemagne et le Japon un nouveau groupe stratégique, le G4. Ils réclament chacun un siège permanent et l'abolition du droit de veto. A reforma do Conselho de Segurança destaca-se como peça central do processo em que estamos envolvidos. A necessidade de fazer com que o Conselho se torne mais representativo e democrático é reconhecida pela imensa maioria dos Estados-membros. No horizonte histórico em que vivemos, nenhuma reforma do Conselho de Segurança será significativa se não contemplar uma expansão dos assentos permanentes e não permanentes com países em desenvolvimento da África, da Ásia e da América Latina, em ambas as categorias. I would add that this is a moment of reform in the United Nations as a whole. We are speaking of new bodies for human rights, we're speaking of a peace building committee, we are speaking of reforming other organs. So this is the time in which we have to see the totality of the United Nations. Otherwise, as Kofi Annan had said, as the President of the General Assembly has said, both the past and the new, there will be no reform will be completed without the reform of the Security Council. So it is a necessity. Après
après les événements de l'Irak, après l'invasion de l'Irak et la crise que cela a provoquée à l'ONU, il est absolument impossible de ne pas discuter la réorganisation des Nations Unies, en particulier des mécanismes de sécurité collective. O Brasil está pronto para dar sua contribuição, não para defender uma concepção exclusivista da segurança internacional, mas para refletir as percepções e os anseios de continente que hoje se distingue pela convivência harmoniosa e constitui fator de estabilidade mundial. Nous travaillons une déclaration avec les autres pays, donc nous travaillons avec tout le monde. Nous croyons que c'est un modèle complètement dépassé qui a été mis sur pied il y a 60 ans dans une logique de guerre. Nous croyons que l'ONU doit devenir une espèce de parlement mondial, un gouvernement démocratique mondial. Nous voulons donc que tout le système des Nations Unies soit réformé. Il faut que le Conseil de développement économique et social, créé en 1946 pour discuter des questions économiques dans le monde, fonctionne. Il n'a jamais fonctionné parce que les pays hégémoniques ont toujours préféré que les débats économiques aient lieu au Fonds monétaire international et non à l'ONU, réservant à l'ONU uniquement les questions de sécurité. Nous voulons que les questions de sécurité soient discutées en même temps que les questions de développement. Real progress on these fundamental reforms will prove that the United Nations can address greater issues of change, in particular, the reform of the Security Council. We want this important body to reflect the world as it is in 2005, not as it was in 1945. The United States is open to expanding the Security Council. We have long supported a permanent seat for Japan, and we believe that developing countries deserve greater representation on this body. Évidemment, les États-Unis savent très bien que s'ils appuient seulement un pays, n'importe quel, dans le cas le Japon, ça c'est une façon de ne pas avoir la réforme. Alors, il faut attendre peut-être que les États-Unis évoluent à une position semblable à celle qu'ont aujourd'hui la France, le Royaume-Uni, qui conçoivent que la réforme doit être une chose plus large, plus ample, plus représentative, pour qu'on puisse aboutir à un résultat. Parce qu'évidemment, si une chose est certaine, le Japon, je ne parle pas de mérite du Japon, mais c'est une réalité politique, ne sera pas le seul pays à être, disons, absorbé dans un Conseil de sécurité élargi. Ça n'arrivera pas. On ne dit pas que le Brésil arrive avec quelque chose de neuf, mais il faut faire progresser l'idée de la justice sociale dans le contexte politique actuel. L'ONU a été créée dans un contexte géopolitique qui n'existe plus aujourd'hui. Fini la bipolarité. Aujourd'hui, le monde est beaucoup plus démocratique. Les forts sont un peu moins forts et les faibles un peu moins faibles. Nous voulons un meilleur équilibre dans les prises de décision et une plus grande participation. Concrètement, nous exigeons qu'il y ait un représentant de l'Amérique latine, un autre de l'Afrique, du Moyen-Orient, de l'Allemagne et du Japon au Conseil de sécurité. Cela amènerait un plus grand équilibre. Pourquoi y a-t-il seulement 5 membres pour décider au Conseil de sécurité? 5 membres qui ont beaucoup de difficultés à parler au nom de la paix, puisqu'ils sont les 5 plus grands producteurs d'armes, et sans doute les 5 plus grands vendeurs d'armes au monde. E possivelmente os maiores vendedores de armas do mundo. À l'heure actuelle, les États-Unis appuient le Japon et tout dernièrement l'Allemagne. De son côté, la Chine ne veut pas du Japon. L'Angleterre soutient le Brésil, mais elle est réticente à l'entrée de l'Inde et la Russie s'oppose à l'entrée de l'Allemagne. Chacun s'accroche à ses privilèges historiques et défend ses intérêts. Pour la diplomatie brésilienne et pour Lula, c'est l'échec de 4 années de travail acharné. O
Que pensez-vous de l'idée d'avoir un siège au Conseil de sécurité? C'est ambitieux. Mais ça vaut la peine, car le Brésil a une histoire diplomatique très importante. Il ne faut pas que ça devienne une obsession. C'est compliqué le monopole des 5 membres du Conseil. Ils ne veulent ni perdre ni partager le pouvoir. Donc ça m'étonnerait que ça arrive. Ça serait très important pour le Brésil. Mais je ne sais pas s'il va réussir. Tout en continuant son offensive diplomatique à l'ONU, Lula se positionne comme un négociateur incontournable. Le Brésil a été impliqué dans la résolution de crises politiques au Venezuela et en Bolivie. Il dirige aussi les opérations des Casques Bleus en Haïti. Mais l'implication en Haïti est contestée et la tâche est très difficile. S'il n'y a pas de développement en Haïti, s'il n'y a pas d'investissement dans les infrastructures, ni dans quoi que ce soit qui peut générer de l'emploi, si on n'investit pas dans l'éducation, ça va être difficile de faire la paix en Haïti, peu importe le président. Quel est le problème auquel nous faisons face? C'est que les pays donateurs, les pays les plus riches de la planète, qui se sont engagés à donner $1 milliard pour aider Haïti, ne mettent pas l'argent sur la table. À toutes les réunions, ils disent qu'ils veulent mettre $1 milliard, mais quand on leur demande où est l'argent, l'argent n'est pas là. Êtes-vous d'accord avec la mission de paix en Haïti? Je suis d'accord. Si un pays n'arrive pas à se développer, les pays voisins peuvent l'aider. Le Brésil n'est pas en train d'intervenir militairement, il essaie d'aider. Je suis d'accord. Quand on a une armée qui peut aider, pourquoi pas? C'est de la démagogie. Si nos problèmes internes étaient réglés, alors on pourrait se préoccuper de causes nobles. Mais quand ta maison est en train de tomber, ce n'est pas le temps de t'occuper de la maison des autres. C'est un peuple qui souffre beaucoup, n'est-ce pas? Mais Haïti, c'est ici aussi à Rio. Nous aussi, nous sommes en guerre. Dès son arrivée au pouvoir, une des préoccupations de Lula et de ses 2 acolytes, Marco Aurelio Garcia et Celso Amorim, a été la place de l'Amérique du Sud dans le continent américain. C'est le 3e champ de bataille de sa politique internationale. Le projet mis de l'avant par les États-Unis d'une zone de libre-échange des Amériques à l'exclusion de Cuba a séduit au départ bien des gouvernements latino-américains. Mais il est vite devenu évident que le déséquilibre entre les pays du Sud et la puissance américaine allait plonger l'Amérique latine dans un état de dépendance jamais égalé. À la rencontre de Mar del Plata, encore une fois, le Brésil oriente l'issue de la réunion. Nós temos negociado com outros países em desenvolvimento acordos em que tomamos plenamente em conta as assimetrias e sensibilidade dos países menos avançados. O mesmo princípio deve reger as negociações hemisféricas. Estamos dispostos a continuar essa discussão, mas não podemos fixar prazos artificiais que não serão cumpridos e que apenas causarão desgaste. Por isso, preferimos avaliar a situação após Hong Kong, à luz do que ocorrer, sobretudo quando definirmos claramente a questão dos subsídios na reunião de Doha.
Obrigado. La mort du traité de libre-échange des Amériques vient d'être signée. C'est pas concevable au Brésil qu'on fasse un accord où on a l'obligation, c'est pas seulement importer qu'on a l'obligation d'importer des produits agricoles subventionnés. Et un autre exemple où on doit rendre encore plus rigides les normes de propriété intellectuelle. Tandis qu'à l'OMC, on a beaucoup travaillé, pas seulement le Brésil, mais tous les pays en développement, je dirais, avec l'appui de quelques pays développés, pour rendre ces règles un peu plus souples, pour permettre, par exemple, de combattre le sida avec des médicaments génériques et tout cela. Alors, je ne peux pas concevoir que je puisse faire un ALCA comme ça. Je n'ai pas signé l'accord de libre-échange des Amériques parce que j'étais contre. L'accord prévu était en réalité un accord entre les États-Unis et le Brésil parce que ce sont les deux pays les plus prospères du continent. Cela a pris 50 ans à l'Europe pour parvenir à un consensus, pour créer l'Union européenne, cette extraordinaire réalisation. Les pays riches ont dû contribuer à un fonds de développement pour aider des pays comme la Grèce, l'Espagne et le Portugal, afin de former une union équilibrée. Quel est le potentiel technologique des pays d'Amérique latine face aux États-Unis et au Brésil? Et quel genre d'accord voulons-nous? Un accord qui tienne compte de la nécessité d'aider les pays les plus pauvres pour qu'ils se développent. Sinon, ce ne serait pas un accord, mais une entente pour étrangler ces pays. À quelques pas de la zone hautement militarisée où se tient le sommet des chefs d'État des Amériques, résonne le sommet des peuples. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas, pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, cada uno de nosotros trajo una pala de enterrador, porque aquí en Mar del Plata está la tumba del ALCA. Tenemos una doble tarea: enterrar el ALCA y el modelo económico imperialista, capitalista por una parte, pero por la otra a nosotros nos toca, compañeros y compañeras, ser los parteros del nuevo tiempo, los parteros de la nueva historia, los parteros de la nueva integración. Independencia decimos hoy en este tercer Congreso de los Pueblos. Termino con la frase de Martí: llegó la hora de la segunda independencia de los pueblos de la América. Ha llegado la hora. Un abrazo bolivariano y revolucionario para todos y para todas. ¡Venceremos! ¡Viva el Che Guevara, carajo! L'Amérique du Sud est en train de changer, avec des gouvernements de gauche ou de centre-gauche élus démocratiquement. À leur tête, des hommes et des femmes aux origines parfois très modestes comme Lula, et dont certains ont subi les sévices des dictatures. Muchas gracias, comandante. Un saludo revolucionario a todo el pueblo latinoamericano antiimperialista. Suerte, que siga esta gran lucha para liberar a Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias, Evo. Ese aplauso. Que l'on pense à la Bolivie d'Evo Morales, au Venezuela d'Hugo Chavez, à l'Argentine de Nestor et Cristina Kirchner, à l'Uruguay de Tabaré Vázquez, au Chili de Michelle Bachelet, à l'Équateur de Rafael Correa et au Brésil de Lula, de nouvelles solidarités sont en train de naître, même s'il existe une grande diversité de trajectoires politiques. Plutôt que des vents de gauche, je les appelais des vents de changement, the winds of change, comme disait Mac Miller.
Et c'est surtout, disons, l'arrivée au pouvoir des gouvernements qui ont plus de conscience sociale, qui comprennent que c'est très bien de suivre les recettes peut-être du Fonds monétaire ou de la Banque mondiale, mais c'est plus important d'avoir les besoins du peuple. Si on peut combiner les deux, tant mieux. Mais il faut toujours mettre... Et je crois que maintenant, il y a une grande majorité de gouvernements en Amérique du Sud qui ont cette vision. Le vieux rêve de Simon Bolivar, de créer une communauté des nations sud-américaines, n'a jamais connu de meilleures conditions pour se réaliser qu'en ce début de XXIe siècle. Avec plus de 360 millions d'habitants, avec un territoire gigantesque, l'Amérique du Sud peut compter sur de grandes richesses naturelles, d'immenses réserves d'eau et d'hydrocarbures. De plus, la région, exception faite de la Colombie, ne connaît aucun conflit armé. O século XX inteiro, cada achava que poderia ser mais amigo de uma grande potência. Cada achava que tinha que ser mais amigo ou da União Europeia, ou do Japão, ou dos Estados Unidos, porque a partir dessa amizade teria solucionado os seus problemas. Os indicadores mostram que não houve evolução. E como já foi dito aqui, quem era rico ficou mais rico. E quem era pobre ficou mais pobre. Se essa lição valer para o nosso comportamento daqui para frente, eu quero terminar dizendo aos companheiros, não haverá saída individual para nenhum país. Aqui não foi muito discutido, mas, por exemplo, nós precisamos definir uma forma de financiamento, regras que possam atender a todos os países. Presidente Chávez. Seguramente, sin duda, como dice Celso, en el programa de acción en el que sé que trabajaron mucho ustedes, los cancilleres, los vicecancilleres, hay puntos recogidos allí. Pero esto no es un plan estratégico, es un programa de acción, no tiene plazos. Estamos repitiendo lo de Naciones Unidas, la cumbre del milenio. No hay plazos, buenas intenciones, plazos 100 años, no sé cuánto. A prevalecer essa posição do presidente Chaves, nós sairemos daqui sem documentos. Eu vou repetir, a prevalecer essa posição do companheiro Chaves, nós sairemos daqui paralisados como chegamos. Pero repito, no quiero alargar esto más allá de lo conveniente. Dije después de la intervención de Lula que estoy de acuerdo con tu última propuesta. Pon tú la fecha, la hora y yo me muevo donde sea y como sea porque me parece que es vital dar este debate. No creo que debamos evitarlo, creo que es una obligación de nosotros. Muchas gracias. Entonces doy por aprobado el... É processo de exercício constante da democracia, de adversidades internas, mas nós temos que vencer essa barreira. Você pensa que foi fácil, depois da Alemanha e França fazerem a Segunda Guerra Mundial, se matando, agora ser os dois países mais importantes na integração da União Europeia? Isso custou tempo, palavras, reuniões, discursos, documentos, paciência, e é isso que nós temos que ter. Ou seja, nós perdemos um século, sabe, esquecendo de nós mesmos. Vamos recuperar esse século agora, vamos trabalhar muito. Pode ser daqui 1 ano, 10 anos, 15 anos, mas eu acho que é inevitável a integração da América do Sul, fisicamente, politicamente e culturalmente. Presidente, quanto aos arquivos? Um de cada vez. Uma última pergunta, presidente. Quanto aos arquivos?
Le Brésil n'a pas de visée hégémoniste. Le Brésil veut être un partenaire. Je veux construire des partenariats avec les autres pays, les aider et recevoir leur aide pour qu'on puisse croître, se développer et faire une juste distribution des richesses. C'est une expérience que j'ai acquise dans le mouvement syndical. Dans ma lutte syndicale, j'ai appris que l'union fait la force. CAF entrou e dio la garantia, nenhum problema. Pero, en cualquier caso, para que Brasil entre con financiación, la financiación... L'exemple de l'Union européenne inspire les leaders de la région. L'idée d'une union douanière, d'une monnaie et d'un passeport commun fait son chemin. Creo que en la medida en que avance la Comunidad Suramericana de Naciones, avanzaremos en esa dirección. Es el proyecto estratégico de este siglo. Nosotros estamos planteando, por ejemplo, un Banco del Sur, un Banco Suramericano, una Petrosur, una Telesur, que ya existe, pero solo en una primera etapa. Tú eres de Telesur, saludamos a Telesur y a todos los medios de comunicación presentes. Es decir, una universidad del sur, un sistema de hospitales del sur, y dentro de eso la institucionalización de un parlamento que en mi criterio debería ser elegido directamente por los pueblos, pero forma parte de esa arquitectura necesaria para la gran unidad suramericana. Muchas gracias a todos. Gracias, muchachos. Malgré les divergences entre les leaders, le deuxième sommet de la Communauté sud-américaine des nations a mis de l'avant un échéancier rigoureux. Le 9 décembre 2006 marque le début d'une nouvelle ère pour le continent. Pour Lula et son équipe, c'est une autre importante victoire, celle qui leur tient le plus à cœur. Muchas gracias por una gran iniciativa. Cuando nos dicen, estoy pensando así como el Parlamento Europeo tiene su sede, estoy pensando que el Parlamento Sudamericano será en Cochabamba, Bolivia. Muchas gracias, compañero Lula, por esa gran iniciativa, esa gran propuesta. Muchas gracias. Êtes-vous d'accord avec l'union des pays de l'Amérique du Sud? Oui, avec la globalisation et ce qui se passe en Europe, je crois qu'on doit s'unir. Si l'Amérique latine s'unit réellement en tant que bloc commercial, on va être plus fort pour faire la compétition aux États-Unis et à l'Europe. Je trouve ça important. Les États-Unis monopolisent tout le monde avec leur dollar, leur pouvoir, leur force économique. Nous, en tant que latino-américains, nous devons développer notre propre force. Estou convencido que o Brasil finalmente encontrou seu caminho. Finalmente. Je suis convaincu que le Brésil a enfin trouvé son chemin. Les pauvres au Brésil ont retrouvé le droit à l'espoir, le droit de sourire. Et au niveau de la politique extérieure, je crois que le Brésil joue un rôle important. Nous respectons tout le monde. Nous sommes respectés et nous nous battons pour l'égalité des chances pour tous. Je crois qu'on va parvenir à un certain équilibre et qu'on va pouvoir rêver à plus de paix, plus de démocratie, plus de richesse et à une meilleure distribution des richesses. Parce que la richesse produite par un petit nombre entraîne de la misère, alors que la richesse produite par un plus grand nombre entraîne une véritable répartition de celle-ci. C'est ainsi que je vois le monde.
por ele, ele por nós. O mundo se ilumina, nós por ele, ele por nós. O Brasil quer seguir em frente com o primeiro homem do povo, o presidente. Ele sabe governar com coração e governa pra todos com justiça e união. É o primeiro presidente que tem a alma do povo e tem a cara da gente. Olé, 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 olá. Lula, Lula. Olé, 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 olá. Lula, Lula. Não adianta tentarem me calar, nunca ninguém vai abafar a minha voz. Quando o povo quer, ninguém domina. O mundo se ilumina, nós por ele, ele por nós. O mundo se ilumina, nós por ele, ele por nós. O Brasil quer seguir em frente com o primeiro homem do povo, o presidente. Ele sabe governar com coração e governa pra todos com justiça e união.